Je suis Rosalie Matondo, je suis donc ingénieure agronome. J'ai fait une thèse de doctorat dans les biotechnologies de plantes, donc je suis docteur dans mon domaine. Je suis enseignante-chercheur dans les deux universités du Congo, donc l'université Mariangouabi et l'université Denis Sassou Nguesso. Alors, je suis ministre de l'économie forestière depuis 2016. Je suis mère de 4 enfants. J'ai commencé mes études primaires au Tchad, où je suis née. 7 ans après, mes parents sont rentrés au Congo et j'ai intégré l'école Paul Sondé. Paul Sondé, et après, j'ai fait le collège de la paix à Mongali. Ensuite, après ma réussite au BMG, je suis allée au lycée d'excellence aujourd'hui de la Révolution. C'est là que j'ai passé mon lycée. Après avoir eu mon bac, j'ai obtenu une bourse d'études pour la Bulgarie. Bourse d'études qui m'a permis donc de faire des études supérieures en agronomie. Je suis sortie ingénieure agronome en 1989. Ensuite, j'ai voulu faire une thèse de doctorat, comme je vous l'ai dit. J'ai fait donc une thèse de doctorat en biotechnologie des plantes. Et donc avec mon doctorat, je suis donc rentrée au pays. Je suis rentrée au pays où j'ai commencé comme allocataire de recherche au Centre national de recherche forestière. C'est un centre national qui avait remplacé le CTFT Congo qui était parti après les événements que nous avons connus en 1993. Et donc j'ai intégré ce centre parce qu'il y avait un laboratoire de culture in vitro qui demandait qu'à avoir des compétences congolaises étant donné que nos partenaires de la France étaient partis à cause des événements que j'ai évoqués. Et donc on m'a demandé de gérer ce laboratoire de culture in vitro. Donc j'étais allocataire de recherche dans ce laboratoire. Ensuite, quand ces événements sont passés, les partenaires sont revenus au Congo et donc ont créé l'unité de recherche pour la productivité des plantations industrielles qui remplaçait donc le CTFT Congo. Et donc il y a des tests de recrutement qui ont été réalisés et puis j'ai été admise à un test de recrutement à ce centre de recherche forestière. Et j'ai commencé à travailler là en occupant donc de postes de directrice des opérations, ensuite chercheur dans plusieurs domaines. J'ai commencé par le domaine de la création variétale, donc créer des variétés. Ensuite, j'ai fait l'animation de la mise en place des opérations sylvicoles. Plus tard, j'ai animé donc le département qui était en charge de la responsabilité sociétale et donc gestion environnementale et sociale dans ce centre de recherche. En 2007, je suis nommée directrice du service national de reboisement par Monsieur le ministre Henri Njombo, que je remercie d'ailleurs à cette occasion. Et en 2010, j'ai été nommée coordonnatrice du programme national d'afforestation et de reboisement. En 2013, j'ai été honorée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a nommée dans son cabinet comme conseillère, sa conseillère en charge du département de l'économie forestière, développement durable, environnement et qualité de la vie. Donc c'est en 2013. Et en 2016, il a élevé ma modeste personne comme ministre de l'économie forestière, développement durable et environnement. Et en 2017, il m'a reconduit dans le ministère, cette fois-ci sans le développement durable et l'environnement. Donc mes missions restaient
ancré sur l'économie forestière, donc le ministère actuel qui s'appelle le ministère de l'économie forestière. Voilà un peu mon parcours. Alors, nous avons la mission de gérer 3 problématiques, 3 secteurs importants de notre pays. Il s'agit donc de ce massif forestier du Congo. Vous savez, le Congo a à peu près 24 millions d'hectares de forêt. Et dans ces 24 millions d'hectares de forêt, nous avons 15 millions d'hectares de forêt de production. Là où on exploite le bois, on le transforme et puis parfois on l'exporte vers l'extérieur. Ça, c'est le premier volet de notre mandat, de notre mission. Gérer durablement ce secteur avec ces 15 millions d'hectares de forêt. Deuxième problématique que nous gérons dans le cadre du ministère, c'est la conservation de la biodiversité. Donc, toutes les aires protégées du Congo. Nous avons donc des aires protégées qui gèrent la biodiversité terrestre. Donc, il s'agit de la flore et de la faune de notre pays. Et puis aussi, nous avons des aires protégées qui s'occupent de toute la biodiversité marine et des eaux continentales. Donc c'est cette biodiversité et aujourd'hui les aires protégées que nous avons et toutes les réserves constituent à peu près 5 millions d'hectares de forêt. Et puis nous allons ajouter donc la zone marine que je viens d'évoquer. Aujourd'hui nous sommes en train de mener des études pour l'affectation des zones marines protégées tout au long de notre côte. Troisième problématique que nous gérons, c'est le reboisement, la forestation et le reboisement. Je vous ai parlé du Ponard. Le Congo a une longue expérience des plantations forestières et agroforestières. Donc nous avons la charge, à travers les structures techniques que nous avons, le Service national de reboisement et le Programme national d'afforestation et de reboisement, pour gérer donc la mise en place des plantations pour des objectifs multiples. Ça peut être pour produire du bois de chauffe, du bois de, comme on dit, de bois d'œuvre. Ça peut être également du bois pour des plantations pour les huiles essentielles. Ça peut être pour produire du miel. Donc voilà, c'est ces 3 volets que nous avons au sein du ministère, mais sans vous parler des structures d'accompagnement. Parce que pour gérer efficacement une forêt, il faut connaître ce que vous avez dans cette forêt, donc la richesse floristique et faunique de la forêt. Et donc là, c'est le service, nous avons un centre national d'inventaire et d'aménagement forestier qui nous accompagne dans la connaissance du potentiel que nous avons dans nos forêts. Donc nous avons ces structures et nous avons plusieurs projets liés à ces 3 secteurs que je viens d'évoquer de notre ministère. Quelque chose que je faisais déjà en tant que chercheur, aller présenter les résultats de recherche que nous avons obtenus au Congo. N'oublions pas que le Congo est leader en matière de bouturage des eucalyptus. Ça a été fait pour la première fois au Congo. Nous avons également une longue expérience en matière de sylviculture. Comment mettre en place des plantations. Vous n'oublierez pas que le Congo en Afrique a été le pays qui avait mis en place depuis les années 50 jusqu'aux années 70 des grands massifs forestiers sur des forêts plantées avec des eucalyptus dans le temps de l'UASC. Donc c'était une belle avancée. Il fallait parler de ces avancées-là au niveau international. Et c'est nous, les chercheurs, qui avons fait ce plaidoyer, que nous avons profité des conférences internationales pour montrer les avancées du Congo en matière de recherche forestière, en matière de ces trouvailles dont je vous ai parlé. Et donc nous sommes habitués à vendre les avancées du pays, à vendre l'expérience du pays, à le montrer au niveau international. Et aujourd'hui, en tant que ministre de l'économie forestière, je pense que j'ai le devoir aussi de continuer à montrer que mon pays est leader en matière de gestion durable des forêts. Nous le faisons bien, il faut le dire.
Et aussi, quand j'ai été coordonnatrice du programme national d'afforestation et de reboisement décidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, il était question d'aller chercher des partenaires pour venir développer le programme national d'afforestation et de reboisement. Et là aussi, il fallait aller dans les instances internationales pour faire le plaidoyer de ce programme. C'est comme aujourd'hui, le président vient de lancer l'initiative de la décennie mondiale de l'afforestation. Là également, nous devons chercher au niveau international des partenaires qui vont s'impliquer dans le cadre de cette décennie de l'afforestation, en commençant certainement par le Congo, mais le Congo, dans le cadre du programme national d'afforestation et de reboisement, a laissé la charge de 70% de ce programme, donc 700 000 hectares, pour des partenaires industriels. Donc on doit faire le plaidoyer. C'est pourquoi ces instances internationales nous permettent de faire ce plaidoyer au niveau international afin de faire connaître les avancées de notre pays en matière de gestion durable des écosystèmes forestiers, mais également de faire le plaidoyer pour que nous puissions attirer des partenaires qui nous accompagnent dans le cadre de la gestion des aires protégées, dans le cadre de la valorisation des forêts de production, dans le cadre du transfert de technologies en matière de transformation du bois, dans le cadre de la mise en place des plantations forestières et aussi dans le cadre de la transformation du bois issu, des produits issus des plantations forestières. Alors, je crois qu'on trouve quand même on trouve un point commun à tout cela. Nous sommes là, c'est pour... nous animons le ministère, c'est pour le bien de notre pays. Un secteur important, vous l'avez dit, pour notre pays, qui apporte des ressources à notre pays, qui définit des conditions de vie pour les populations. Quand un aménagement forestier est fait, ce sont les populations autour de la concession forestière qui en bénéficient. Donc il y a un aspect social qui est là. Et le développement durable, vous le savez, c'est la combinaison du fait que nous devons respecter les ressources actuelles afin de les faire profiter aux générations futures. Donc en ce moment-là, il faut voir la notion de conservation de la biodiversité, mais aussi également un essor économique qui prend en compte aussi les populations riveraines qui vivent autour de ces ressources-là. Et donc vous voyez bien qu'il y a une notion sociale qui est très importante. Et dans le cas de la Fondation, c'est également le même principe. Nous voulons, à travers notre plaidoyer, à travers nos appuis, à travers les moyens que nous pouvons détenir de la part des bienfaiteurs qui nous accompagnent, nous sommes la passerelle qui permet à ce que ces financements que nous obtenons des partenaires puissent arriver aux communautés locales. Et le fait que je sois députée, je suis députée d'un parti politique aujourd'hui au pouvoir, et donc il n'est que normal que nous accompagnions la politique du président de la République, la politique du gouvernement de la République. Nous sommes chargés au niveau local d'expliquer cette politique, d'accompagner. Et là aussi, il y a un plaidoyer que nous faisons en tant que députés entre les besoins des communautés locales à la base et aussi au niveau du gouvernement avec nos collègues. Quand il y a des demandes, je peux prendre un exemple, un manque d'enseignants dans une école. Moi, je suis proche de mon collègue en charge de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, donc je peux rapidement faire la demande. Et au niveau de l'Assemblée nationale, comme nous ne pouvons pas siéger à cause donc, de notre position, de notre fonction, donc il y a un suppléant qui siège, mais nous suivons donc la prise des lois au niveau de l'Assemblée nationale, la proposition de loi, l'adoption des lois, et nous allons vers la base pour traduire ce que le gouvernement a pris comme engagement.
une passion que j'ai pour l'agriculture, une vraie passion pour l'agriculture. Je vis cela très bien parce que on est toujours gratifié par ce qu'on produit. On a le résultat de nos efforts. Quand vous avez planté quelque chose, quand vous l'avez récolté, c'est une vraie joie. Maintenant, quand vous pouvez partager cette passion avec des populations, avec vos compatriotes, avec des jeunes surtout, qui chôment dans le milieu rural, on voit souvent des jeunes qui chôment. On voit également des terres qui chôment, que nous ne valorisons pas assez. Ça fait mal. Et très souvent, je dis à ces jeunes-là que j'ai l'impression qu'on cultive la pauvreté. Parce que voir ces herbes pousser dans la nature, voir ces terres non valorisées, et moi, si je peux apporter ma contribution dans ce que je sais faire, c'est avec joie que j'encadre ces populations à faire de l'agriculture, parce que réellement, avec l'agriculture, on peut vivre décemment. Ça peut être une vraie source de revenus pour ces jeunes et également une source d'emploi. Et donc, je les motive à aller vers le travail de la terre. Mais c'est une déformation professionnelle parce que je suis agronome. Le Congo a une chance inouïe. Les femmes congolaises ont une chance inouïe. Parce que depuis que notre pays existe, en dehors du poids des traditions qui font que généralement dans le monde rural, la femme est celle-là qui doit faire le champ, qui doit faire le manioc, qui doit s'occuper de ses frères et sœurs, mais au niveau administratif, on n'a jamais mis à l'écart les filles. C'est-à-dire qu'on avait la chance, nos mamans avaient déjà la chance en leur temps d'aller à l'école. Nos mamans avaient la chance d'aller à l'école. Et nous également, on a eu la chance d'aller à l'école. Il n'y avait pas cette discrimination qui pouvait dire qu'une fille ne pouvait pas aller à l'école. Donc je dis juste que c'est le poids des traditions qui font que quand une fille avait 15 ans, il fallait qu'elle se marie, il fallait qu'elle s'occupe d'une famille, il fallait qu'elle s'occupe du champ, il fallait qu'elle s'occupe de la famille. C'est ce poids traditionnel qui pesait sur nous, mais sinon au niveau administratif, je pense que nous avons beaucoup de chance. Maintenant, on se bat juste pour que la gente féminine aussi puisse intégrer les fonctions administratives, les hautes fonctions. Ça, c'est la bataille que nous avons. Qu'on puisse, on se bat pour qu'il y ait un quota de femmes à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans le gouvernement, aux instances dirigeantes de notre pays. La bataille est à ce niveau-là. Mais quand nous naissons dans notre société, que tu sois une fille ou un garçon, nous avons tous les mêmes chances d'aller à l'école. Maintenant, il y a des pesanteurs liés à l'exposition d'une fille. Quand elle est à l'école, elle peut être détournée par les hommes, par les garçons, les hommes plus âgés qu'elle. Mais là, c'est la conscience de la fille. C'est pourquoi nous interpellons les filles à réellement aller à l'école, à suivre les études et demain à donc occuper ces hautes fonctions pour lesquelles nos mamans se sont battues à l'URFC et aujourd'hui que nous, la génération actuelle, nous nous battons pour avoir un certain quota de femmes dans les instances de décision. Vous considérez que je suis une femme dynamique. Je crois que s'il y avait des freins, je n'allais pas avoir l'occasion de faire ce que je fais. Non, j'ai de bonnes relations avec mes collègues hommes. Nous sommes soutenus par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes soutenus par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et non, il n'y a pas d'injustice dans notre gouvernement liée à notre condition féminine. Je crois que vous l'avez dit. Regardez juste les femmes qui sont au gouvernement de notre pays. Regardez leurs actions. Regardez leur dynamisme. Regardez juste cela.
vous allez vous rendre compte que la femme joue énormément, apporte énormément une forte contribution au développement socio-économique de notre pays. Si nous allons à la base, qui tient la famille dans le monde rural, qui tient la famille, c'est la femme. Qui va au champ, c'est la femme. Qui fait les cultures vivrières, c'est la femme. Et donc, c'est un élément très important dans notre société. Quand la femme n'est pas là, on sent le vide. On ne peut pas nourrir une famille au Congo si on ne compte pas sur une femme. Je suis désolée de le dire, parce que la grande majorité des femmes, c'est celles qui sont dans le monde rural. Aujourd'hui, les légumes que nous mangeons au marché, allez-y faire le point. Ce sont les femmes qui cultivent ces légumes-là. Ce sont les femmes. Dans les villages, le manioc, ce n'est pas un homme qui fait le manioc. Généralement, c'est les femmes. L'homme aide à défricher, oui, à brûler le champ, mais c'est la femme qui cultive, c'est elle qui récolte, c'est elle qui transforme. La femme a une grande influence dans notre société. Elle n'avait pas la décision, même dans le temps de nos parents, elle n'était pas Mbongi. Elle n'était pas à l'instance de décision dans les Mbongi, au village. Mais elle avait une grande influence auprès de nos grands-parents, auprès de nos aïeux, auprès de nos parents. 2023, déjà au niveau professionnel, je voudrais déjà qu'on arrive à finaliser les textes d'application du nouveau code forestier qui a été promulgué en 2020, depuis juillet 2020. Et je suis heureuse de savoir qu'au prochain conseil de cabinet, les premiers textes vont être examinés et certainement adoptés. Donc pour nous, c'est important. Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, avait prévu la réforme de notre secteur avec deux grandes initiatives. La première initiative qui est là aussi où le Congo est pionnier, c'est le partage de production green. Dans le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République passé, il avait instruit donc l'évolution du code forestier et qu'on devait intégrer la notion de partage de production green dans le nouveau code forestier. Ce qui a été fait. Maintenant, nous avons passé les études, nous avons passé les sensibilisations. Il faut maintenant se lancer dans la mise en œuvre. Et nous avons besoin des textes des textes. Il y a des textes de loi, il y a des textes de décrets que nous allons prendre pour la mise en œuvre de cette réforme. Il y a d'autres réformes dans le code forestier, mais la réforme la plus importante est liée au nouveau principe de partage de production green. Et puis vous voyez, il y a une suite logique de ce que nous avons interdit aujourd'hui, l'exportation des green. Parce que nous voulons que la transformation se fasse sur le territoire national. Une transformation qui se fait au niveau national nous apporte déjà de nouvelles technologies, un transfert de technologies, de l'emploi pour les jeunes, parce que si les technologies arrivent, c'est plus d'emplois. Quand vous exportez la grume, c'est des emplois que vous exportez. Deuxième volet de challenge, vous avez suivi son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer l'initiative de la décennie mondiale de la forestation. Là aussi, nous sommes concernés par la mise en œuvre, nous, dans le cadre de notre ministère, dans le cadre de nos attributions, à la mise en œuvre de cette décennie de la forestation pour nous, qui avait commencé déjà avec le lancement du programme national d'afforestation et de reboisement de Pau-Renard. Donc c'est une suite logique, mais avec cette nouvelle initiative, nous devons également marquer cette décennie en montrant l'exemple déjà nous-mêmes, le Congo, même si nous sommes déjà leaders dans ces questions de mise en place des plantations, mais nous devons montrer en termes de superficie que réellement l'État accorde une grande importance
à cette notion de décennie de la forestation. Donc ça veut dire qu'il faut aller vers la mise en place du 1 million d'hectares de plantations forestières et agroforestières dédiées au PRONAR. Donc voilà, ça c'est du côté professionnel. J'ai aussi des enseignements à l'université Marion-Ngouabi. Là-bas, j'ai à cœur 2 projets très importants. C'est la mise en place des laboratoires, 2 laboratoires. Un laboratoire de culture in vitro à l'université Denis Sassou Nguesso et un laboratoire sur la biotechnologie du bois, la caractérisation du bois. Parce qu'avec la notion de transformation plus poussée du bois, aujourd'hui, nous n'avons que 20 espèces sur les 300 que nous pouvons valoriser dans nos forêts, qui ne sont pas valorisées. Mais il faut connaître ces bois-là. Pour connaître ces bois, il faut un laboratoire de caractérisation des bois du Congo. Et donc, voilà les 2 projets qui me tiennent à cœur au niveau professionnel. Au niveau de mon mandat en tant que député dans la circonscription de Lumo, j'ai 2 projets très importants là-bas. Le premier projet, il s'agit de la mise en place des caisses de développement local qui vont donc aider ces jeunes à réaliser leurs projets agricoles. Donc les caisses de développement local, c'est des caisses où on met des moyens pour que les gens puissent préparer leur terrain. On met des machines pour qu'ils puissent les prendre et pour aller faire. Et puis on met des semences agricoles. Ils peuvent venir prendre, mais il y a un système de rotation. Prendre, remettre, pour que les autres prennent, remettent. Et nous avons 6 caisses à mettre en place dans le district de Lumo. Deuxième projet, il s'agit des foyers de jeunes. Nous avons commencé à mettre en place des foyers de jeunes. C'est des sortes de mbongi modernisés où les jeunes se retrouvent. Nous mettons une connexion StarTime pour qu'ils puissent avoir, c'est un abonnement, c'est pas une connexion mais un abonnement StarTime. Les jeunes ont la possibilité, on leur met un calendrier de voir des émissions, des documentaires de développement, les journaux télévisés et aussi des programmes d'enfants. Si nous ne changeons pas les mentalités de ces jeunes, nous allons les laisser dans leur environnement avec leurs connaissances traditionnelles, mais je crois qu'il faut un mélange de connaissances de ce qui se passe ailleurs. Donc dans ces mbongi, c'est des sortes de paillotes, grandes paillotes, avec bureau pour l'alphabétisation, pour donc une salle didactique, où aussi des mamans ou bien des jeunes qui n'ont pas eu la chance, qui ont décroché à l'école, peuvent venir faire des formations en alphabétisation, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais aussi faire des réunions, des formations. Voilà, c'est des genres de paillotes améliorées, donc c'est des genres de mbongi améliorés que nous mettons dans chaque axe pour les jeunes. Voilà, ce sont les 2 projets que nous avons. L'honnêteté. Quand je suis en face de quelqu'un qui n'est pas honnête, je ne le respecte pas. C'est d'abord l'honnêteté. Si nous voulons être dans un monde sain, il faut être honnête. Déjà avec soi-même, être honnête avec les autres. Le 8 mars représente le combat que les femmes du monde entier, le combat des femmes du monde entier pour se faire reconnaître dans leurs compétences, dans leur vie. C'est-à-dire, si moi, je fais du manioc, qu'on comprenne que ma compétence, c'est faire du manioc. Si je suis ingénieur agronome, il faut qu'on me valorise en tant qu'ingénieur agronome. Si je suis membre du gouvernement, je veux qu'on me considère en tant que membre du gouvernement. À toutes les échelles, comment on considère la femme? Dans nos foyers, dans nos ménages, dans nos villages, dans le monde du travail, dans les postes, dans les fonctions, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est cette reconnaissance. Nous fêtons cette reconnaissance de la position de la femme dans la société tout entière. Quand je suis femme au foyer,
C'est pas parce que je suis femme au foyer qu'on ne doit pas me considérer, mais non, j'ai mon apport en tant que femme au foyer. Et on doit me considérer comme telle. Et nous célébrons cette reconnaissance-là, cette reconnaissance de la femme, dans, comme je l'ai dit, dans toutes les échelles de notre société et dans le monde entier. Quel est mon plat préféré? C'est le sakasaka. Le sakasaka fait comme chez les Bakongo. Chez les Bakongo, le sakasaka est fait, parce que je suis Congo, moi. Le sakasaka, il est très chargé. Alors, les Bakongo, ils font le sakasaka, ils mettent d'abord la sauce de noix de palme, ils mettent la pâte d'arachide. Et vous voyez bien que l'huile de palme, au-dessus de tout, l'huile de palme. Et c'est ce plat que j'aime manger. Donc, merci à vous, je l'ai dit, de vous intéresser à ma modeste personne. Merci à vous. Merci pour le travail que vous faites, de mettre en lumière des personnes qui contribuent à notre société. Vous êtes aussi ces personnes-là, parce qu'à travers votre métier, vous contribuez aussi à faire connaître ce que nous faisons à la base, dans nos ministères, dans nos vies. C'est important. Félicitations pour cela et nous allons continuer.